Bien, bonjour, bienvenue à tous dans notre studio des paroles libres de l'AFPOLS, en compagnie de deux invités, comme c'est la coutume, pour aborder avec eux un sujet de société, on peut dire, qui prend de l'ampleur dans l'ensemble des pays développés, donc en France, et qui interroge tous les secteurs de la vie économique, sociale et même politique. Il s'agit du vieillissement de la population, un choc démographique majeur dans nos sociétés avec lequel il faudra compter dans les années à venir, d'autant que le nombre des naissances dans les mêmes pays a tendance à diminuer. Sans surprise, l'habitat social, comme le logement en général, est aussi concerné par le phénomène. Ce n'est pas pour lui une nouveauté, il faut le dire, il s'en préoccupe depuis déjà de nombreuses années et nous verrons quelle place a prise la question du vieillissement à domicile, quelles initiatives par le mouvement HLM ont déjà été prises ou peut-être sont encore à prendre. Un petit rappel quand même en quelques chiffres, l'habitat est un élément très central dans l'identité des personnes âgées qui sont près de 90% aujourd'hui à vouloir vieillir à domicile, on verra pourquoi. Quelques chiffres utiles aussi. Longtemps, le parc social a accueilli des ménages, des familles plus jeunes. En moyenne, c'est son histoire, en fait, et plus jeune que la population dans son ensemble. Mais cette période est bien révolue. Dans le parc HLM aujourd'hui, 30% des locataires, des personnes donc de référence du ménage, ont plus de 60 ans, 15% ont plus de 75 ans et 21% des locataires ont entre 50 et 59 ans. Des chiffres que connaissent certainement mes invités, mais qu'on va commenter ensemble. Voilà, après donc des vagues de réalisation d'EHPAD, on le sait, très nombreux en France, c'est pas dans tous les pays européens, mais en France, ils sont importants, c'était plutôt les années 90. Peut-être peut-on parler aussi d'un certain rejet aujourd'hui. Le vieillissement chez soi ou dans des formules d'habitat intermédiaire est devenu véritablement un enjeu qui mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de désirs. C'est tout ça que nous allons parler avec notre titre « Bien vieillir chez soi en HLM, quels enjeux ?» Point d'interrogation, bien sûr. Et nous accueillons notre intervenant pour commencer, Dominique Argout. Bonjour, vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne, spécialiste du vieillissement, est-il besoin de le dire, de l'autonomie aussi. Je voudrais signaler quelques ouvrages sur lesquels on reviendra, en tout cas, qui seront dans ce que vous nous direz. Comme Vieillir en société, c'est un ouvrage collectif, plusieurs regards sociologiques. On parlera beaucoup de sociologie dans cette émission, paru aux presses universitaires de Rennes. C'est déjà en 2019, mais depuis plusieurs autres, notamment sur les soutiens aux aidants, sur la manière dont la population accueille ou pas les personnes âgées, autant de sujets tout à fait passionnants qui sont les vôtres depuis longtemps. Votre discutante est déjà dans le studio, elle est en face de nous, elle va vous écouter avec attention. Delphine Baudet-Collinet, qui est directrice adjointe en charge de pôle politique, clientèle et politique sociale aussi. C'est la direction des politiques urbaines et sociales de l'USH, Union sociale pour l'habitat. Comme c'est la coutume, je l'ai dit en commençant, elle va vous écouter et elle reviendra après moi avec vous sur les points qui l'ont interpellée au vu de son expérience et de son vécu au quotidien. On commence donc avec vous, Dominique Argout, et c'est vrai que je vais m'appuyer pour commencer sur votre qualité de sociologue. C'était déjà votre thèse, je ne dirais pas qu'il y a longtemps, mais enfin quelques années, sur le sujet territoire, habitat et vieillissement. C'est-à-dire, dès le début, vous avez souhaité choisir ce sujet. Pourquoi un sociologue se décide-t-il à s'intéresser à la vieillesse et comment la définit-il pour commencer ? Alors, vous avez raison, commencer par l'histoire, parce qu'effectivement, à l'époque, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a très longtemps, c'était au XXe siècle que j'ai soutenu ma thèse, nous n'étions pas nombreux du tout à nous intéresser au vieillissement dans le champ de la sociologie, en tout cas. Oui. Ça se tenait sur les doigts d'une main, on va dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui s'y intéresse. La problématique est montée en puissance au fil de ces années. Et à l'époque, comme on avait une grande liberté finalement dans le choix de ces sujets, puisque personne n'avait beaucoup travaillé dessus, moi j'ai eu la particularité de m'intéresser à deux points de vue. Du point de vue des politiques publiques, qui étaient émergentes. Alors émergentes là aussi, il y a toujours eu des politiques en direction de la population âgée, mais enfin en tout cas, on n'avait pas encore les problèmes de dépendance, de perte d'autonomie dont on parle aujourd'hui. Et puis, sans doute une intuition de l'époque qui était peut-être en avance avec ce qui s'est passé après, c'est de s'intéresser aussi à la parole des personnes âgées elles-mêmes. Les écouter. Voilà. Et donc en sociologie, on dit c'est relier le macro et le micro, alors que souvent on se spécialise plutôt sur un niveau. Et j'ai toujours essayé de croiser ces deux niveaux, et je pense que c'est une voie un peu féconde pour réfléchir aux enjeux du vieillissement.
Oui. C'est de ne pas être focalisé uniquement sur un niveau, parce que l'action, enfin ceux qui sont dans l'action, et bon, on est ici dans le monde HLM, il y a cette nécessité de croiser ces deux niveaux pour avancer de manière la plus pertinente possible. Je note aussi que dans votre titre, il y a territoire, habitat, vieillissement, mais territoire. Et c'est aussi un élément très important dans les politiques publiques en faveur du vieillissement. Alors ça, c'est lié. On ne fait pas sans le territoire. C'est lié à ma trajectoire aussi, puisque à l'époque, quand on faisait des thèses, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais il fallait aussi gagner sa vie par des travaux divers et variés. Et je peux dire que j'ai fait le tour de France, plus ou moins, par des contrats divers sur l'enjeu du vieillissement. Et le fait de m'être beaucoup baladé, d'avoir été très itinérant, m'a permis de découvrir des réalités et de m'apercevoir. Alors, je vais mettre très schématique, évidemment, mais parce que je ne suis pas allé dans tous ces départements que je vais vous citer, mais la manière dont on s'occupe des personnes âgées en Corse, c'est pas tout à fait la même chose qu'à Lille, et c'est pas la même chose qu'à Brest ou à Strasbourg, ou dans la Creuse, puisqu'il y a aussi le rural, urbain, qui est un facteur très discriminant dans la manière de s'occuper de l'accompagnement de la population âgée. Donc voilà, je pense que c'est toujours pareil. Nos travaux, nos réflexions, elles sont toujours le fruit de notre histoire. Et voilà, moi j'ai beaucoup voyagé dans les différents territoires français. Tant mieux, vous allez nous prendre des différences et des rapprochements. Et alors l'autre question que j'avais, c'était comment vous définissez vous-même la vieillesse? Et peut-être en ajoutant cela, est-ce que vous avez le sentiment d'une méconnaissance générale du vieillissement dans notre population? Et là, je suis au XXIe siècle. Alors, les sociologues sont toujours embêtés avec cette définition de la vieillesse, puisque précisément, pendant très longtemps, on a défini la vieillesse à partir de l'âge, d'un critère d'âge, et encore dans notre droit français, il y a des critères d'âge qui font qu'on a droit ou pas à telle prestation, telle politique en fonction de notre âge, si on a plus de 60 ans, 65 ans, ou voire plus. Or, les sociologues, c'est un peu le point commun aujourd'hui de la sociologie du vieillissement, c'est de critiquer ces seuils d'âge, considérant qu'on vieillit tout au long de sa vie. Alors ça, c'est un point de vue, on va dire, théorique, mais très concrètement, ça a des conséquences, puisqu'on s'aperçoit que les politiques qui visent les personnes âgées en tant que groupe d'âge ne fonctionnent pas. Sur ce mode-là. Parce que les personnes âgées ne se perçoivent pas comme personnes âgées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se perçoivent pas comme une personne qui vieillit, mais en tout cas pas comme personne âgée. Et ça, c'est un point, il me semble, important à l'intention des politiques ou de ceux qui font l'action en direction des personnes âgées, parce que souvent, ça n'arrive pas à toucher sa cible. Mais est-ce que ça veut dire qu'on met des niveaux, on donne des âges, on dit à partir d'une certaine limite, la phrase est connue, on est vieux ou on ne l'est pas? Eh bien, aujourd'hui, justement... En tout cas, je parle des gens qui s'intéressent au sujet des politiques. Si on s'intéresse plutôt au niveau politique ou au niveau professionnel, les deux critères majeurs qui sont pris en compte, mais qui ne sont, de mon point de vue, pas pertinents, enfin, de mon point de vue, du point de vue des sociologues d'une manière générale d'ailleurs, c'est l'âge. Et ça, historiquement, l'âge a été toujours une variable sur laquelle on s'est appuyé. Et le deuxième critère, qui est venu à partir fin des années 90, c'est le niveau de dépendance, de perte d'autonomie, on dit aujourd'hui, et qui là aussi... On s'est aperçu plus tard que c'était très stigmatisant et que les personnes voulaient absolument se démarquer de cette image de personnes dépendantes. Et de fait, quand il y avait des actions pour les personnes dépendantes, elles ne s'identifiaient pas à ce public, même si, objectivement, il commençait à y avoir des déficits fonctionnels. Et pour revenir à notre sujet, perdre son autonomie ne signifie pas qu'on veut quitter son domicile. Loin de là. Loin de là. On va y revenir. Est-ce que la vieillesse, alors c'est une question un peu piège peut-être, mais pour revenir sur la perception que nous avons dans nos sociétés, vous paraît plutôt porteuse, comme on nous le dit souvent, c'est magnifique, il y a tant de gens qui font des choses formidables, ou un peu repoussoir quand même. Et ça va nous emmener à la manière dont ça se passe dans l'habitat collectif. Comment est-ce qu'on accueille ou pas les personnes âgées ? Aujourd'hui, là, je parle toujours aux sociologues. Le sociologue, il va faire une réponse à la normande, c'est-à-dire que les deux, mon capitaine, puisque d'un côté, il y a effectivement là une volonté, je crois, de prendre en compte le vieillissement comme une ressource, notamment pour les territoires, mais de l'autre, il y a objectivement aussi, d'où la critique de l'agisme, il y a objectivement une charge très négative qui est associée à la question du vieillissement. Donc on trouve bien les deux, les deux mouvements, finalement, assez inverses. On peut faire la réponse des deux côtés. Alors, venons-en vraiment à
à l'habitat, hein, plus spécifiquement, le rôle du logement, plus largement de l'habitat. Ça implique beaucoup d'enjeux. On va peut-être les énumérer ou vous choisirez ceux qui vous paraissent les plus importants. D'abord, le fait que ça se passe dans l'habitat social, est-ce lié au creusement des inégalités de revenus, des inégalités de santé, de logement dans notre population, puisqu'on a vu les chiffres, ils sont très importants dans le logement social, et surtout beaucoup de personnes âgées espèrent bien y rester ou y entrer. Ben, ça, c'est une réalité. C'est une contrainte qui s'impose au fond au logement social. Je l'appelle contrainte, je ne sais pas. En tout cas, c'est une réalité. Oui. Il suffit d'interroger n'importe quel acteur du monde HLM. Il sait que le faible renouvellement de la population, il y a un vieillissement sur place, et que donc on ne peut pas ignorer cette réalité. Donc c'est plutôt une donnée de fait, et a priori, rien n'indique dans les chiffres, notamment avec l'évolution du pouvoir d'achat de la population âgée qui risque d'être en dents de scie, en tout cas, ne laisse présager une diminution, en tout cas, du vieillissement dans le parc social. Donc, plutôt au contraire. Plutôt au contraire. Donc, de fait, il ne faut pas attendre forcément des décennies avant de se dire cette réalité est là, elle est déjà là. Et le monde HLM le sait bien, d'ailleurs. La difficulté pour le logement social, ou en tout cas l'obligation, c'est de prévoir des logements. Et là, on en vient à la question de l'adaptation du logement. On viendra après à la manière ou pas de rester dans le logement dans lequel on a vécu. Mais plus important encore, comment on assure au fond la protection des personnes vieillissantes dans un logement? C'est un énorme sujet. Oui, c'est un énorme sujet, tout à fait, parce que tout de suite, là vous mettez le doigt justement sur une des problématiques que j'essaie de soulever, c'est que la plupart des politiques qui ont été menées dans le champ, on va dire, des personnes âgées, c'était une politique de protection, justement. Et on a toujours voulu faire le bien, évidemment, des personnes les plus vulnérables, pas que les personnes âgées, hein, puisqu'on pourrait dire la même chose sur les personnes en situation de handicap. Donc des logiques de protection qui, pour le bien, d'une manière générale, c'était évidemment dans une optique très, très positive, mais aussi pour effet pervers, en tout cas, d'ignorer quelle était la réelle demande des gens eux-mêmes. Décider pour eux. Voilà. Et on sait que puisque c'est le thème de l'émission, hein, la question du chez-soi, tout converge pour dire que si les gens veulent rester chez eux, c'est bien sûr parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont un certain confort, un certain bien-être, etc. Mais il y a également une autre variable qui se retrouve de manière systématique dans toutes les enquêtes, c'est la liberté, un espace de liberté. C'est-à-dire pouvoir faire ce qu'on a envie de faire quand on le veut. Or ça peut venir en contradiction avec des logiques de protection, justement, hein, qui vont être décidées par d'autres, par des tiers. Et donc, c'est une logique qui se heurte parfois, ce désir de protection, avec ce que les gens désirent eux-mêmes, et qui parfois peut aller juste au contraire vers des logiques de prise de risque. Parce que rester à domicile, c'est aussi prendre des risques. Et notre vie, à nous tous, quel que soit notre âge, c'est aussi une prise de risque permanente, alors plus ou moins forte, évidemment, hein, selon notre capacité à faire face à ces risques. Mais en tout cas, c'est constitutif de la vie, la prise de risque. C'est là où il faut se méfier parfois de vouloir faire le bien à la place des gens, parce que ça peut aboutir à des logiques de protection qui vont à l'encontre. Bien sûr, mais l'adaptation du logement lui-même, je sais que le logement social la pratique déjà depuis assez longtemps, et on est encore à la recherche d'innovation. Évidemment, les aspects numériques et tout peuvent rendre de grands services, mais peuvent aussi poser d'ailleurs quelques questions. Celle-ci, on ne peut pas y échapper, je veux dire. Et c'est quand même très coûteux. Tout à fait. L'adaptation... Et c'est accepté en général. Je dirais, il faut déjà distinguer l'adaptation du logement de l'adaptation de l'habitat. Une petite nuance sémantique qui peut apparaître comme fine, mais qui est importante là aussi si on reste sur notre thématique du chez-soi, puisque on a souvent raisonné ça à l'échelle du logement, l'adaptation. Or, l'adaptation du logement, c'est une chose, et effectivement, comme vous le dites, c'est indispensable, et on sait très bien, et là aussi le monde de l'habitat social sait très bien le problème que pose la question des sanitaires, mais c'est évidemment regarder à un niveau beaucoup trop limité, puisque... Ah oui. Puisque être chez soi, c'est être dans un logement qui est lui-même sur un territoire donné. Donc, on va remettre la notion du territoire dans la discussion. Le logement, il n'est jamais ex nihilo. Il est sur un territoire. Et être chez soi, c'est aussi être sur un territoire. Et donc, si on adapte
que le logement, évidemment, on s'attaque à un aspect extrêmement limité de la notion du chez-soi, qui est important, une fois de plus, il ne s'agit pas de l'occulter, mais en tout cas, elle ne peut pas être déconnectée de l'environnement. C'est très important ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il faut donc penser évidemment au logement individuel, mais aussi aux moyens d'en sortir, parce qu'une personne n'est pas forcément condamnée à rester chez elle, à l'environnement, à ce qui se passe dehors, à l'extérieur, à la manière dont on peut apporter ou pas de nouveaux services. Et il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Je crois avoir lu des études là-dessus. Par exemple, les personnes âgées, on a peut-être tendance à croire que le rez-de-chaussée leur convient bien. Pas si simple, hein. Elles n'en ont pas toujours envie du rez-de-chaussée. Je crois qu'on le reverra un petit peu plus tard, mais je crois que ce sont des expériences. C'est pas nécessairement ce qui est demandé pour des raisons de sécurité ou de. Donc, il faut affiner beaucoup. Et à quel moment sont-elles consultées ou pas, ces personnes ? Vous voyez, je parle de l'aménagement extérieur, de la manière dont elles peuvent aussi sortir de chez elles. Alors, on a quand même une évolution globale en termes de politique publique, avec une fameuse loi qui date maintenant de quelques années quand même, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, oui. qui consiste un petit peu justement à déplacer le regard pour intégrer justement la question de la société, donc de l'environnement, du territoire. Concrètement, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc on peut dire qu'effectivement, pendant très longtemps, on a guère consulté le premier point de vue des personnes concernées, mais là aussi, parce que parfois on voit toujours le verre à moitié vide, mais il faut aussi regarder le verre à moitié plein. La société évolue, la société, et le regard porté sur le vieillissement évolue. Et notamment, je trouve que, d'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui on parle de l'habitat, la notion d'habitat, qui une fois de plus, avant on parlait des politiques du logement. Donc c'est bien la preuve, pour moi, le glissement sémantique du logement à l'habitat, une évolution globale, on va dire, différenciés selon les acteurs. Certains vont être plus ou moins sensibilisés, d'autres vont être plus ou moins coincés sur une vision plus restrictive. Mais il y a quand même le sens de l'histoire. C'est quand même... et la loi de 2015 d'adaptation de la société au vieillissement a en quelque sorte intégré cet élargissement du spectre pour, de plus en plus en tout cas, se soucier du point de vue de la personne, comment elle se représente son environnement, plus ou moins un environnement plus ou moins hostile, ou au contraire plus ou moins convivial et je sais pas comment le dire, mais enfin en tout cas qui va favoriser son autonomie, acceptable pour elle, bien sûr. Va favoriser son autonomie. Oui. Et donc on a par exemple, même dans les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui, par exemple la carte mentale est de plus en plus utilisée. Pas les sociologues, mais les géographes sont de plus en plus présents dans les analyses du vieillissement, où on demande aux gens de se représenter sur un dessin, tout simplement, de se représenter leur environnement. Et là aussi, il va y avoir des différences énormes à logement identique, selon la capacité de l'environnement, justement, à être accueillant ou au contraire hostile. Que souhaite-t-elle, justement, comme environnement extérieur ? Je suis encore en dehors du logement. Dans l'ensemble, que souhaitent ces personnes vieillissantes ? Déjà, sortir de la solitude, j'imagine ? Alors, on rappelle que la plupart, enfin un très grand nombre, sont des femmes, souvent veuves. Alors, ce qu'elles souhaitent, évidemment, ça va être très variable, là aussi, d'un territoire à l'autre, d'une personne à l'autre, si c'est une personne en fonction de son milieu social, de son sexe, c'est plein de choses, si elle est veuve ou pas. Voilà. Mais si vraiment on se situe à un niveau global, on peut dire que ce renversement de perspective-là, on va schématiquement faire remonter à la loi de 2015, a permis de mettre sur le débat public des thèmes qui étaient absolument absents. Et s'il fallait prendre les 4 grands thèmes qui reviennent, ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant, mais on s'aperçoit que c'est important pour les gens. C'est, évidemment, vous l'avez cité déjà le premier, vous avez dévoilé le premier, c'est la question du lien social et de l'isolement. Voilà, l'isolement, la solitude, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux et de prise en compte de cette problématique qui était assez absente des débats quand on parlait en tout cas d'habitat. La deuxième, c'est la mobilité. C'est-à-dire pouvoir se déplacer hors de son logement. L'accès à la vie sociale, donc commerce, loisirs, etc., qui là aussi... alors surtout parce qu'il y a une prise de conscience qu'on ferme les petits commerces et plein de choses et que ceci n'est pas sans conséquence sur les personnes les plus vulnérables. Et qu'est-ce qui me manque dans la liste de ce qui revient habituellement sur les grands thèmes il m'en manque un ou deux, mais peu importe. On voit bien que c'est des thèmes aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse
c'est une fois de plus, ça rentre dans ce qu'on dit depuis le début de l'émission, sur cet élargissement. On sort du logement pour intégrer des problématiques qui sont périphériques, mais tout aussi importantes, dès lors où on interroge les gens, en fait, qu'est-ce qu'il est important pour eux dans leur vie quotidienne. Mais alors, dans ce que vous observez, Dominique Argout, avez-vous l'impression qu'il y a encore des réticences, parce qu'on voit bien le regard que vous portez, vous et vos collègues, les progrès que la recherche ont fait dans le domaine, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore des réticences sur des questions qui vous paraissent évidentes de prise en compte des désirs, de la parole, de l'écoute? Les réticences... Que souhaiteriez-vous encore aujourd'hui, voyez, au stade où nous sommes, pour ces personnes âgées, que demandez-vous aux politiques publiques? Ce que je souhaite, mais non. Ce que vous souhaitez, vous l'avez pas manifestement. Non, mais ce que je souhaite, c'est effectivement un engagement plus fort, puisque on sait qu'aujourd'hui, en gros, on a changé de référentiel, donc de manière de voir les choses. Je pense que là, on est à peu près d'accord là-dessus. En revanche, on sait aussi que tout ceci, ça nécessite des moyens extrêmement importants. C'est pas juste des idées ou une orientation politique, c'est aussi une mise en œuvre concrète. C'est-à-dire que si on veut faciliter tout ce qu'on a dit, la lutte contre l'isolement, un maintien à domicile également, un chez-soi effectif, etc., ça va supposer de nouveaux services. Des services, exactement, bien sûr. des services, etc. Et tout ceci ne va pas tomber du ciel. Et il va falloir des acteurs qui en soient porteurs. Il va falloir des financements aussi qui le facilitent, puisque dans le parc social, par exemple, c'est là où c'est je trouve, une manière aussi intéressante de réfléchir à la problématique. C'est de ne pas renvoyer tout ça sur le marché pour répondre, comme une baguette magique, résoudre tous ces problèmes en disant, voilà, il y a des nouveaux services qui vont se mettre en place et les gens, en fonction de leurs besoins, ils n'auront qu'à acheter tous ces services qui vont leur permettre d'avoir les courses, je sais pas quoi, livrées à domicile ou je ne sais trop quoi. Dès lors où on sait qu'on a une grande partie de la population qui a des moyens modestes, qu'est-ce que la société met en place pour faciliter tout ça ? Et malheureusement, avec le succès de la silver economy aujourd'hui, on a tendance à oublier un petit peu, puisque la silver economy se focalise quand même beaucoup plus sur l'approche qu'est-ce que le marché peut apporter. C'est ça. Et moins sur le contact direct, peut-être. Moins sur le contact direct, et puis surtout parce que le marché, ça peut fonctionner avec une population solvable, mais une partie de la population âgée n'est pas solvable. Enfin, n'est pas solvable. En tout cas, ne dispose pas de moyens suffisants pour recourir à plein de belles choses qui sont proposées aujourd'hui par la silver economy. Ouais. Est-ce que dans ce que doit faire le logement social, il y a la formation des collaborateurs aux problématiques du vieillissement? Est-ce que vous observez là-dessus qu'il y a eu des progrès ou qu'au contraire, on pourrait aller plus loin? Je reviens un peu sur ce que vous parlez de l'écoute des personnes âgées, mais c'est plus encore. Alors, il y a eu des progrès, bien évidemment, parce que, comme vous le disiez dans votre introduction, le parc social, en l'occurrence, ne découvre pas la question du vieillissement depuis hier. Ça fait déjà des années qu'il y a des expérimentations, qu'il y a des choses qui se font, et donc il y a déjà des bailleurs qui sont plutôt en pointe, on va dire, dans cette sensibilisation-là. Après, il y a des différences, là aussi, selon les cultures institutionnelles propres à chaque institution. Il y a des cultures propres, il y a aussi des territoires qui ont des dynamiques qui leur sont propres. Parfois, c'est pas qu'un bailleur qui a une initiative particulière, c'est parce que sur un territoire donné, il y a une dynamique assez favorable à cette prise en compte élargie, on va dire, de la question du vieillissement. Donc, mais en interne, les collaborateurs du logement... Parce que là, peut-être que vous faites allusion au monde associatif, à tous les gens qui sont un peu en périphérie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est toujours la difficulté de répondre à des questions globales, c'est que y a des choses qui existent déjà, mais qui sont évidemment loin d'être généralisées, et que, évidemment, si vous me poussez dans le qu'est-ce qu'il faudrait faire, bien évidemment, puisque la question de ce que moi j'appelle la culture gérontologique. Alors c'est un grand terme, mais c'est tout simplement une sensibilisation, pas simplement aux grands chiffres, tels que ceux que vous avez cités dans l'introduction, où il y aurait plus de personnes âgées, qu'il y aurait plus de femmes. Bon, ces grands chiffres, c'est facile de les avoir, chacun peut y accéder. Par contre, réfléchir sur la culture gérontologique, c'est-à-dire quels sont les acteurs et quels sont justement le point de vue des personnes elles-mêmes, une vision un peu plus anthropologique, on va dire, de la personne, de son rapport au chez-soi. Ça fait partie des fondements de la culture gérontologique, et ça, c'est autre chose que simplement avoir une formation des collaborateurs sur le fait qu'on va aller vers une société qui vieillit, ou avec une société avec des gens qui ont tel revenu, des sociétés avec des gens qui sont plutôt des femmes que des hommes. Enfin bon, tous ces chiffres qu'on peut avoir résumés sur une page, pour moi, ça c'est pas de la culture gérontologique, c'est des données
données très factuelles. En revanche, sensibiliser effectivement l'ensemble des acteurs à ce que ça implique, si on veut, en tout cas si c'est le souhait, d'aller vers une approche un peu plus humaniste du vieillissement, et pas simplement une approche technique ou quantitative de réponse aux besoins. Je pense que ça passe effectivement par cette sensibilisation un peu plus large et qui n'est pas de type quantitative mais qualitative. Illustration de ce que vous venez de dire, un de vos nombreux écrits, vous avez publié, j'ai dit, pas mal d'articles et d'ouvrages, la politique de soutien aux aidants en France. C'est un chapitre extrêmement important d'ailleurs, le logement social concerné également sur ce sujet. Et votre sous-titre, une articulation non aboutie avec le milieu associatif. Il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Bah oui, alors là, vous prenez vraiment une sous-thématique. C'est un article plus récent, oui, que je cite. Non, mais qui illustre notre point précédent, puisque précisément, ça fait partie des choses qui sont souvent invisibles. Et avoir une culture gérontologique des collaborateurs, c'est ce que vous disiez, c'est aussi rendre visibles ces problématiques invisibles. Aujourd'hui, le maintien à domicile, si on prend des gens qui sont en situation de perte d'autonomie chez elles, c'est des services d'aide à domicile spécialisés qui interviennent. Mais en fait, cette part-là, ça a été... Là aussi, on a des chiffres très, très précis. Je ne suis pas venu avec, mais on a des chiffres très précis sur le nombre d'heures par semaine pour une personne âgée en perte d'autonomie. Il est complètement moindre que l'apport de ceux qu'on appelle les proches aidants. Et on ne parle quasiment pas des proches aidants. Ils sont invisibles, précisément. Donc, on ne peut pas imaginer une action pour aider au maintien chez soi si on ignore tout ce réseau informel qui pourrait même être mis à mal par des actions peu opportunes, parce qu'il ne s'agit pas de casser toutes ces dynamiques qui existent. Donc voilà, je trouve qu'avec cet exemple des aidants, vous pointez justement ce qui illustre la nécessité de prendre en compte, de sensibiliser à toutes ces choses qui sont souvent invisibles. Oui, de faire le lien en fait. Alors que ça existe, et qu'une action, il ne faut pas qu'elle casse des dynamiques qui existent, mais qui sont finalement souvent ignorées, occultées ou invisibles. Ou pas assez considérées. Ou pas assez considérées aussi, oui, effectivement. Et Dominique Argo, une toute dernière question. On a hâte d'entendre les réactions de Delphine Baudet-Collinet à tout ce que vous venez de dire, qui interpelle vraiment le logement social, au-delà des aspects strictement économiques. Quitter son logement, c'est un drame pour, évidemment, beaucoup de personnes âgées, mais on connaît la problématique pour le logement social, qui se retrouve avec des personnes âgées dans des appartements, je crois qu'on dit T4, T5, la famille est partie. Mais pour elle, c'est un déchirement de quitter aussi, et ce serait plus raisonnable alors que tant de familles avec de jeunes enfants attendent. Je résume ce que tout le monde sait dans le secteur. Que conseillez-vous à ce niveau-là ? C'est un problème qu'on ne peut pas ignorer. On verra ce que nous dira Delphine Baudet-Collinet, qui le vit sans doute au jour le jour. Alors, je pense qu'elle sera mieux à même que moi de répondre à cette question, parce que effectivement, on ne peut faire que le même constat que celui que vous faites. Moi, d'un point de vue sociologique, la seule chose que je peux dire sur le sujet, c'est que plus on avance en âge, plus on a un sentiment de fragilité, de vulnérabilité, et plus ce qu'on appelle en sociologie la continuité biographique est importante. C'est-à-dire que tout changement est très déstabilisant. Et donc, de fait, ça explique, donc je ne sais pas comment il faudrait faire, mais en tout cas, ça explique pourquoi autant de gens sont réticents à quitter leur logement malgré des signes objectifs de perte d'autonomie. Mais si on se met à la place des gens qui prennent de l'âge, qui perdent de l'autonomie, etc., le changement est lourd de conséquences, et donc on cherche à privilégier une forme de continuité, de stabilité, malgré des obstacles qui deviennent grandissants. D'où ce constat, effectivement, assez largement partagé que vous faites. Au moins de proximité, quitter son quartier est encore plus difficile. Il est temps de céder ma place à Delphine Baudet-Collinet, qui vous a écouté avec attention, j'en suis sûre, et qui a certainement d'autres questions, ou peut-être simplement à nous rappeler ce qu'elle vit au quotidien par rapport à ce que vous nous avez déjà dit. Merci beaucoup Dominique Argo, merci. Oui. Bien, c'est donc la deuxième partie de notre émission, et nous avons le plaisir d'accueillir notre discutante dans ce débat, qui a écouté les propos de Dominique Argo et qui va les commenter, les rapprocher aussi de son expérience de directrice adjointe en charge du pôle des politiques clientèles, des politiques sociales à l'Union sociale pour l'habitat. À vous, madame.
Alors, merci beaucoup déjà de l'invitation de l'AFPOLS et puis d'avoir mis ce sujet qui est un sujet de préoccupation, vous l'avez dit, très important pour les bailleurs sociaux. J'ai trouvé vos propos extrêmement riches et c'est vrai que ça donne envie de rebondir sur beaucoup de sujets, donc je vais essayer de cibler et de revenir sur certains. Vous dire que, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est pas un sujet que les bailleurs découvrent parce que c'est un sujet, la question du vieillissement, qui est présent depuis de nombreuses années et qui se pose avec particulièrement d'intensité depuis quelques années, mais il y a déjà des bailleurs pour lesquels la dynamique de vieillissement est engagée depuis longtemps. Ce qu'on voit en fait dans les évolutions récentes, c'est deux choses. Une, la massification et l'accélération des enjeux de vieillissement. Alors je suis désolée, je vais sûrement revenir sur des catégories d'âge. Je sais que c'est pas ce qu'on privilégie, mais c'est vrai que dans l'analyse et le raisonnement, c'est souvent une première entrée qui est, je partage complètement votre point de vue, et tout à fait incomplète pour rendre compte vraiment des besoins et des attentes des gens. Donc cette question de la massification. Et puis l'autre sujet, c'est aussi la façon dont les organismes HLM se sont organisés pour répondre aux enjeux que cela pose. Et ça, on voit vraiment des évolutions ces dernières années, où il y a encore quelques années, la question de l'adaptation du logement était le premier sujet, et vous l'avez évoqué. L'adaptation des logements, c'est un sujet, mais c'est pas le seul. Et en fait, ce qu'on voit depuis plus récemment, c'est que les organismes développent vraiment une approche globale de ces questions-là, qui pose le sujet déjà de comment on recueille les besoins, parce je voulais y revenir avec vous, mais c'est un vrai sujet. Ce sont des personnes qui, des fois, se manifestent pas spontanément auprès de leurs bailleurs. Donc, il y a aussi un sujet pour les bailleurs d'aller chercher, de faire ce qu'on appelle aussi un peu des démarches d'aller vers. Donc, il y a cette question de l'adaptation du logement et du recueil des besoins. Il y a la question aussi de l'accompagnement des trajectoires résidentielles, parce que des fois, dans certains cas, on sait qu'évidemment, ce qu'on va privilégier en premier lieu, c'est l'adaptation et le maintien à domicile. Mais des fois, les bailleurs se développent aussi beaucoup de formules d'habitat, habitat inclusif. On pourrait y revenir et ça peut présenter aussi une alternative intéressante et souhaitable pour certaines personnes. Et puis, il y a aussi la question, vous l'avez peut-être moins évoqué, mais des services et de l'accompagnement aussi. Parce que ça pose aussi le sujet autour du rôle et de la place du bailleur auprès de ses locataires. Jusqu'où son rôle doit aller, quel partenariat il doit nouer pour agir aussi au-delà de la question simplement de comment je me maintiens chez moi de façon technique et avec des aménagements, mais aussi sur l'accompagnement qui recouvre aussi la question de la lutte contre l'isolement, qui est aussi un sujet extrêmement important. Et donc, moi, je souhaitais peut-être revenir sur plusieurs points. D'ailleurs, peut-être en premier lieu, revenir sur la définition du public et des besoins. Ensuite, sur les actions des bailleurs et revenir sur les questions des enjeux. Il y a un certain nombre de paradoxes, en fait, quand on parle de ces questions-là, parce qu'on voit bien qu'il faut être dans la dentelle et on a bien redit qu'un public senior n'est pas un autre et que les besoins sont divers, mais les bailleurs, ils sont confrontés à une situation qui fait qu'ils doivent, dans leur action, massifier et aller plus loin. Donc, comment on massifie quand on doit faire du cas par cas ? Enfin, il y a un peu ce paradoxe-là. Donc, comment les bailleurs peuvent aller plus loin ? Et puis, un troisième sujet sur lequel je voulais aussi revenir avec vous, sur la question des territoires. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et le sujet des territoires pose aussi la question des compétences et de qui fait quoi au niveau local. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu aussi de politique publique sur lequel j'aurais bien aimé vous entendre. Et puis, une fois que j'ai développé cela, juste vous redire qu'évidemment, nous, l'USH, notre rôle, c'est aussi d'accompagner les bailleurs et de valoriser les actions qu'ils engagent. On fait un concours qui s'appelle le concours HLM Partenaire des âgés, tous les 2 ans, en partenariat avec les caisses de retraite, la Banque des territoires et la DGCS, qui permet de montrer à la fois les expérimentations, mais montrer aussi que ces expérimentations, elles se diffusent dans les pratiques des bailleurs. Et donc, j'invite évidemment tout le monde à consulter le dossier, le centre de ressources de l'USH sur le dossier de l'accompagnement du vieillissement, qui est animé par notre collègue Catherine Vogel-Eisen en charge de ces sujets. Donc, peut-être, oui. Non, j'allais dire, peut-être juste commenter sur votre introduction. Ça va dans le même sens de ce que je souhaitais dire. C'est-à-dire que n'oublions pas que le verre est à moitié plein. Le verre est à moitié plein. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une part, on l'a déjà dit, il y a déjà eu des initiatives depuis plus de 30 ans du monde HLM sur cette problématique-là. Simplement, et j'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais je crois que ce qui change un peu la donne, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a une sensibilisation plus large aujourd'hui du monde HLM, du monde de l'habitat social à cette problématique, et que cette
déconnexion, elle est certes liée au travail que vous faites pour sensibiliser les uns les autres, mais c'est aussi parce que le cadre politique, il évolue. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle, il y a un mot qu'on n'a pas cité du tout depuis le début, c'est pour ça que je voulais intervenir à ce stade du débat, c'est l'approche domiciliaire. C'est-à-dire que l'État lui-même, avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un peu définit une orientation. Le mot choisi, c'est approche domiciliaire. Et je trouve que, en quelque sorte, d'expérimentation qu'il y avait au début des années 2000, à droite, à gauche, etc., finalement, une forme de massification, alors non pas au niveau concret, technique que vous suivez, mais en tout cas de massification au sens diffusion beaucoup plus large du référentiel, c'est quand même cette approche domiciliaire qui se dit, finalement, toutes ces expérimentations, toutes ces initiatives qui ont émergé un peu à droite, à gauche, etc., elles vont dans le bon sens. Elles vont dans le sens qui est aujourd'hui encouragé par les pouvoirs publics. Alors, ça ne fait pas tout, mais en tout cas, je pense que voilà, il fallait voir ce verre aussi à moitié plein. Très bien, je partage en effet complètement. Et pour revenir peut-être sur la question de l'appréciation des besoins et de comment on accompagne les personnes, vous l'avez dit, personne n'a envie d'être catégorisé ou mis dans une case à partir du moment où elle passe un certain âge. Et ça, les bailleurs le vivent au quotidien. C'est-à-dire qu'ils font des campagnes d'appel, des fois auprès des seniors, avec des seniors qui sont tout à fait contents qu'on vienne vers eux, qu'on prenne de leurs nouvelles, et puis d'autres qui trouvent ça peut-être presque un peu intrusif, de se dire mais finalement c'est pas parce que j'ai fêté mes 70 ans que je suis heureux d'avoir un appel de mon bailleur pour savoir si j'ai besoin qu'on me transforme ma baignoire en douche. Donc comment est-ce que vous appréciez cette question-là, et notamment sur l'évolution du profil des seniors à travers les périodes? C'est-à-dire que j'imagine, les seniors d'aujourd'hui sont pas les seniors d'il y a 20 ans, et ceux dans les années à venir vont certainement avoir d'autres aspirations par rapport à leur lieu de vie, de choix résidentiels, de peut-être volonté de cohabiter là où c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans l'ordre de l'esprit de certaines personnes. Est-ce qu'il y a des tendances comme ça que vous avez commencé dans le cadre de vos travaux à observer sur cette évolution aussi du public dont on parle ? Alors, il y a effectivement des évolutions, même si c'est toujours difficile de savoir de quoi demain sera fait. On n'est pas des futurologues non plus. On peut identifier des tendances. Moi, ce qui me fascine le plus dans les tendances observées, c'est deux éléments forts. Alors, il y en a un qui va un peu dans le sens de ce que nous disions, c'est-à-dire vraiment la revendication de l'autonomie. Autonomie au sens, je veux pouvoir garder la maîtrise de ma vie. Et ça, c'est important parce que ça permet de comprendre justement beaucoup de situations de non-recours. Le non-recours, paradoxalement, il est souvent motivé, là aussi il y a des enquêtes qui existent, par je préfère ne pas recourir ou ne pas être identifié de telle ou telle manière pour justement qu'on ne vienne pas empiéter sur cette autonomie. Au sens, peut-être que demain, on va m'imposer des choses et je ne pourrais pas dire non. Et ça va aller grandissant. La valeur dite de l'autonomie, on le voit bien dans les nouvelles générations, elle sera extrêmement grande. Alors après, ce que vous dites sur cohabitation, etc., moi je serais prudent. Parce que souvent, il y a des choses un peu médiatiques, on va dire, qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Il faut se méfier parfois entre des micro-phénomènes, savoir si ces micro-phénomènes vont devenir la norme demain ou si ça restera des choses qui sont survalorisées, parce qu'on aime effectivement se dire que demain, il y aura beaucoup plus d'entraide, de solidarité, etc. Bon, moi personnellement, je suis très près à tous ces mouvements-là, à toutes ces tendances, mais je n'en serais pas aussi certain. Et donc, je disais deux éléments. Un, l'autonomie, la préservation de l'autonomie qui est une constante. Et deux, la deuxième chose qui me fascine, c'est le rapport au temps aussi. Moi, dans mes propres enquêtes auprès plutôt des publics 60-75 ans, on voit que le rapport au temps se modifie considérablement. Traditionnellement, dans la population âgée, le rapport au temps était du court terme, advienne que pourra. Donc pas d'anticipation, parce que c'était pas dans la manière de penser les choses. Aujourd'hui, chez les jeunes générations, il y a beaucoup plus une volonté d'anticiper, donc d'adapter en quelque sorte. Si ce n'est que c'est moins une adaptation liée, on va dire, à la peur de la perte d'autonomie. J'en reviens toujours à cette catégorie de perte d'autonomie qui est
peu opérantes, alors que pourtant objectivement c'est une réalité, c'est plus des adaptations pour améliorer son confort de vie au fur et à mesure de l'avancée en âge. Voilà. Une petite différence subtile, mais qui est quand même extrêmement importante dans cette évolution générationnelle qui s'opère. Alors justement, je voulais revenir sur ce point-là parce que je pense que c'est des choses que vivent aussi beaucoup les bailleurs au quotidien quand ils sont en contact ou qu'ils ont des sollicitations de la part de ces publics. Souvent, ça se fait dans l'urgence en réalité parce que il y a un accident de la vie qui est intervenu qui fait qu'on ne peut plus attendre. Et justement, on n'a pas cette phase de l'anticipation. Et les bailleurs doivent donc massifier et doivent engager des politiques d'adaptation sur le patrimoine parce qu'ils voient que la courbe démographique est là, tout en se disant est-ce que c'est du cas par cas quand le locataire vient solliciter son bailleur et qu'il est prêt à faire des travaux d'adaptation, ou est-ce qu'il ne faut pas, et ça c'est ce que développent de plus en plus de bailleurs, anticiper et justement accompagner les personnes à l'idée que ce serait peut-être plus favorable quand même d'avoir des changements ou des adaptations dans le logement. Comment les bailleurs doivent faire pour travailler là-dessus? Notamment, vous avez beaucoup insisté sur la question de la parole des locataires. Ce que les bailleurs constatent souvent, y compris dans les enquêtes de satisfaction, c'est que c'est plutôt des locataires qui se manifestent pas forcément spontanément. Et donc, il faut des fois aller les chercher sans être intrusif, en ayant le bon positionnement. Et on voit que chez les bailleurs, ça développe aussi de nouvelles compétences, des services qui sont dédiés aussi au fait de pouvoir entrer en contact, qui a ce lien aussi des fois de proximité pour pouvoir avoir cet échange avec la personne. Et donc c'est un sujet sur lequel j'aurais bien aimé revenir avec vous, parce que là aussi, il y a une espèce de paradoxe à dire il faut que les bailleurs ils engagent une politique patrimoniale, une stratégie pour massifier l'adaptation. Mais on sait que selon l'étape où elles en sont dans leur vie et dans leur parcours, les personnes ne sont pas toujours prêtes à engager ces démarches-là. Alors vous avez tout à fait raison de le signaler. C'est pour ça que je trouve que le monde de l'habitat social est intéressant en ce sens-là. C'est un public plus difficile, sans doute, parce que du fait des faibles ressources, il y a des résistances et des réticences sans doute plus fortes qu'en moyenne générale, en population générale. Il y a une spécificité du public habitat social qui rend plus complexe les choses sur ces évolutions-là qu'on vient d'essayer de dresser. Alors moi, j'ai tendance souvent à évoquer, puisque j'ai pas de baguette magique évidemment, une fois de plus, mais par contre une initiative qui pour moi est extrêmement intéressante. Alors c'est pas une initiative que j'évoque à partir du cas français. Il se trouve que ma dernière recherche était une comparaison France-Québec sur le domaine des personnes âgées. Et je trouve que vraiment, c'est une très belle initiative. Alors, je vais l'évoquer parce que vous me posez la question, mais avec la limite, évidemment, que tout contexte culturel est différent et que le contexte québécois n'est pas le contexte français. Mais il n'empêche, dans l'idée, au Québec, le ministère, donc je dis bien le ministère parce que ça aussi, c'est un point important, c'est pas les bailleurs sociaux, c'est le ministère qui a développé une ligne budgétaire pour développer ce qu'il appelle des ITMAV. Alors les ITMAV, il faut que je me rappelle ce que signifie le sigle. Je crois que c'est les interventions, du milieu auprès des personnes vulnérables, âgées. Et en gros, c'est quoi? C'est on finance des postes de travailleurs sociaux qui vont essayer d'établir une relation de confiance, parce que c'est ça, je crois, un des mots-clés par rapport à des publics qui sont plus réticents, résistants, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse. Et donc, c'est du personnel dédié à établir du lien, d'aller vers, si on prend les terminologies françaises, d'aller vers, et pour justement, en quelque sorte, anticiper et pas être dans des gestions de crise. C'était ça l'objectif du programme ITMAV au Québec. Et je trouve que c'est une manière intelligente de faire, d'une part parce que ces personnels-là sont dans une situation justement plutôt de médiateur. Parce que c'est une des grandes questions que vous posez, c'est est-ce que c'est aux bailleurs sociaux eux-mêmes de faire ça, ou est-ce que c'est à d'autres acteurs existants, ou c'est peut-être encore un intermédiaire, un nouveau métier à inventer, à trouver effectivement des modes de financement de ce nouveau métier. Mais moi, en tout cas, à l'état actuel de ma réflexion, c'est plutôt ça que je trouve une idée intéressante, en tout cas par rapport à un public qui spontanément
et plutôt dans du non-recours. Mais oui, enfin, je partage complètement et je pense que justement, il y a cette question aussi des investissements que cela représente. Il y a évidemment la question des investissements sur la partie patrimoniale et il y a un enjeu de financement sur cette partie-là et sur la question de l'aménagement et des travaux. Mais au-delà de cela, il y a aussi la question des financements plutôt sur la partie fonctionnement et accompagnement. Et ça, les bailleurs le constatent dans leur quotidien, y compris dans le cadre de leurs frais de gestion. Si on raisonne en ratio, c'est que dans les frais de gestion, évidemment, il y a la part dédiée à aussi ce qui relève de la gestion sociale des organismes HLM. Et on voit que cette part, elle a plutôt tendance à augmenter aussi parce que les besoins sont importants et que finalement, les personnels, les bailleurs aujourd'hui, ils sont aussi amenés à faire ce travail-là qui prend du temps. On a parlé tout à l'heure de la question de la mutation vers un logement plus petit. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est des contacts réguliers avec la personne. Mais c'est vrai aussi pour les travaux d'adaptation. C'est vrai aussi pour la lutte contre l'isolement. Et alors, je voudrais citer une initiative qui est très intéressante, qui a été lancée par la DGCS, qui est un appel à manifestation d'intérêt sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, AMI NORC pour parler jargonneux, mais qui permet de financer donc des postes et justement de l'accompagnement sur des quartiers politiques de la ville qui sont concernés par une forte concentration de publics âgés, en se disant mais finalement sur ces quartiers-là, c'est pas tant des enjeux d'intervention. Alors il y en a un sur le bâti, mais c'est aussi l'enjeu d'avoir des personnes qui sont là pour animer, pour avoir de l'échange, du lien social. Et finalement, c'est ça aussi que doivent apporter ou prévoir les bailleurs sociaux, mais ça représente un coût et ça doit être financé. Et c'est vrai que cette expérimentation, alors on va voir ce que ça donne. Là, je crois qu'il y a une vingtaine de territoires qui ont été identifiés. Elle est très intéressante et elle pointe le sujet du financement aussi de cette partie accompagnement qui ne doit pas être négligée par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Alors, pleinement d'accord. Je pensais évidemment à la même chose quand vous en parliez. Je disais tout à l'heure qu'un des problèmes du changement de référentiel, plutôt approche domiciliaire aujourd'hui, du cadre politique qui a beaucoup évolué, c'est son financement qui manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens qui ont été mis en œuvre par la puissance publique, en tout cas, pour aller dans ce sens, enfin, pour rendre opérationnel, en gros, une réorientation qu'on sent depuis 4-5 ans. Il y a quelque chose qui s'est dessiné à travers cet AMI, appel à manifestation d'intérêt, qui va dans le bon sens. Tout l'enjeu, alors après c'est peut-être une question de lobbying de la part des grandes fédérations à faire, mais tout l'enjeu est de savoir si on sera sur une expérimentation, comme il y en a eu d'autres dans le passé sur d'autres sujets, ou est-ce que ça va dessiner une orientation de la politique publique. Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu, parce que vous avez pleinement raison, on ne pourra réellement... pas simplement en comptant sur la bonne volonté des uns et des autres, des acteurs qui vont continuer à expérimenter, bricoler avec leur budget propre, on va dire, avec leurs ressources propres, voilà. Mais il faut qu'il y ait une inflexion qui soit donnée dans ce sens-là, si on considère que ce sens-là, c'est le sens de l'histoire, et ce qui est mon point de vue. Je pense que les NORC, enfin, si on prend l'acronyme actuel, ça dessine en creux, justement, un petit peu cette orientation qu'on vient de décider. Mais voilà, à ce jour, c'est là aussi, est-ce qu'on sera juste sur un coup d'épée dans l'eau avec 20, je ne sais pas combien d'expérimentations qui vont montrer que finalement c'est plutôt intéressant ce qu'ils font, mais au bout de 2 ans, 3 ans, le financement va s'arrêter et tout va redevenir à zéro, et on va dire aux acteurs, débrouillez-vous, reprenez à votre compte l'initiative. C'est là où on peut faire le lien, à mon avis, entre le niveau micro, c'est-à-dire ce qui est souhaitable du point de vue des gens, et le niveau macro, la politique publique. On ne peut pas déconnecter les deux niveaux. Donc, c'est ces deux niveaux qu'il faut essayer de relier de manière la plus forte possible. Tout à fait. Bah, en tout cas, voilà, du côté de l'USH, évidemment, on suit avec grand intérêt cet appel à manifestation d'intérêt. Et puis surtout pour porter aussi le sujet et dire qu'évidemment, il y a un enjeu de financement sur cette partie de l'accompagnement. L'autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'était sur la question, vous le disiez, il y a besoin évidemment d'une politique publique et d'une stratégie claire, mais c'est aussi territorialisé. Et donc, il se pose la question un peu du qui fait quoi au niveau territorial, avec les conseils départementaux, à qui on a confié en plus un rôle un peu d'organisateur sur cette politique-là au niveau départemental, mais la compétence de l'habitat qui se fait à l'échelon plutôt intercommunal. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez un regard, des préconisations sur le bon échelon et comment ça doit être travaillé
travailler, parce que les bailleurs sociaux, ils ont aussi besoin qu'au niveau territorial, il y ait une vision claire de quels sont les besoins, où est-ce qu'on programme l'offre, quel type d'offre, pour pouvoir aussi s'engager en tant qu'opérateur dans la réponse aux besoins. Alors malheureusement non, la situation actuelle fait qu'on a ce brouillage, même si officiellement des maisons départementales, des services publics de l'autonomie sont censés naître dans chaque département français pour mettre de l'ordre dans tout ça. Je ne suis pas persuadé qu'on va y parvenir, pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que tout le champ de l'habitat est considéré plutôt à la périphérie de cette mise en ordre, en gros, des acteurs de l'autonomie, et que les intercommunalités aujourd'hui jouent un rôle quand même croissant dans ce domaine. Donc j'ai peur que ça fasse partie des contraintes structurelles du secteur. Comment s'en sortir ? Je crois que c'est là, par contre, selon les territoires où on est, avec évidemment les enjeux de savoir qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins porteurs de ces dynamiques, c'est de profiter de ces acteurs qui veulent bien jouer le jeu, en quelque sorte, pour faire avancer les pions sur l'échiquier. Mais malheureusement, j'ai peur que... en tout cas, à ce stade de l'histoire, je ne vois pas bien de meilleure cohérence, de meilleure mise en cohérence qui faciliterait la vie des acteurs du monde de l'habitat social localement. Et peut-être deux sujets, si vous me le permettez, sur lesquels je souhaitais revenir. Les bailleurs, il y a la question de l'adaptation, mais du développement de l'offre. Sur l'habitat inclusif, les bailleurs ont été à l'initiative de beaucoup de projets d'habitat inclusif. Et on voit que ça répond aussi à une aspiration d'un certain nombre de personnes de pouvoir avoir des logements autonomes, mais sans être seuls et avec des espaces communs. Quel regard vous portez sur les conditions pour pouvoir peut-être aller plus loin sur le déploiement de l'habitat inclusif ? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez peut-être un point de vue sur la façon d'accélérer le développement de cette offre-là qui semble répondre à des besoins ? Alors je suis ça de manière très très près, effectivement, parce que ça fait partie de la dernière strate, on va dire, d'innovation dans le champ de l'habitat, les habitats inclusifs. On va retomber une fois de plus sur la question de la pérennité du financement, alors moins de l'habitat inclusif en tant que tel que de l'aide à la vie partagée. L'aide à la vie partagée, oui, qui est un vrai sujet. Dont on sait aujourd'hui que, certes, on a une visibilité un peu plus grande, puisque pour une fois, on dépasse les 2-3 ans de financement, mais pour autant, on voit bien que les difficultés des départements font que, aujourd'hui, beaucoup sont en train de changer de position sur ce sujet-là. Donc, je trouve que c'est très embêtant. Et on le voit tout de suite sur les opérateurs, c'est-à-dire que les bailleurs déposent aussi moins de projets parce qu'ils ont moins cette visibilité que pouvait apporter au départ l'aide à la vie partagée. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet autour de ça pour pérenniser ces projets. Et donc, c'est là où, une fois de plus, il faut relier le micro avec le macro, parce qu'on sent que c'est une évolution quand même, l'habitat inclusif, avec toute sa diversité, mais qui va dans le sens de l'histoire, puisque la notion d'habitat inclusif, c'est quand même de concevoir des habitats qui sont intégrés à la cité. Donc on est bien dans notre histoire de sortir du logement pour avoir une vision un peu plus globale et proposer aussi un mode de vie plus conforme aux aspirations des gens aujourd'hui. Mais pour autant, on a besoin d'un cadre politique et d'une visibilité qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement au niveau national d'aller dans ce sens, mais concrètement, les départements qui sont les maîtres d'œuvre de la politique, on voit bien que personne n'est capable de définir ce que deviendra cette politique dans 4, 5, 6 ans. Donc là, il y a des enjeux énormes. Enjeux de visibilité et de portage, oui, tout à fait. Et peut-être un dernier point que vous avez esquissé avec Dominique tout à l'heure sur la question de, structurellement, dans le logement social, il y a des familles qui se sont installées aux grandes périodes de construction du logement social et qui aujourd'hui sont restées. Et donc le sujet de la sous-occupation dans des grands logements, qui est principalement un sujet de personnes âgées et souvent de femmes seules dans des grands logements, qui est un sujet sur lequel les bailleurs sont quand même beaucoup incités par les pouvoirs publics à agir sur la sous-occupation, avec quand même assez peu de leviers et peu de moyens. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est aussi le fait de dire, alors vous l'avez dit, il y a le fait de vouloir rester vraiment dans son quartier et dans son réseau, et on peut évidemment tout à fait le comprendre parce que c'est très structurant pour la personne. Et puis des fois, c'est le fait de dire à la personne, vous allez passer d'un 5 pièces à un 2 pièces. Et forcément, passer de l'un à l'autre, c'est assez compliqué quand la personne veut recevoir sa famille, etc. Est-ce que là, il y a des choses qui vous semblent être à travailler ? Il y a des bailleurs qui voudraient expérimenter, par exemple, le fait de proposer plutôt qu'un 5 pièces, proposer un 3 pièces, en se disant, on agit déjà sur la sous-occupation.
Les petits logements, les 2 pièces, c'est les plus demandés par ailleurs. Sur les 2,9 millions de demandes de logement social, il y en a plus de la moitié qui émanent de personnes seules. Donc, quelque part, on ne va pas rajouter de la tension sur ces petits logements. Ça pourrait être un levier, proposer des 3 pièces plutôt que des 2 pièces. Est-ce que ça, c'est un sujet où vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient, pour les personnes, être mieux acceptées ? Je vais être honnête, je n'en sais absolument rien. Par contre, effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde il ne suffit pas d'interroger les gens pour savoir. Je pense que sur des sujets comme ça, sensibles, dès lors que ça concerne un projet de vie, je pense qu'il faut faire et analyser ce qui en résulte. Donc moi, je serais plutôt un sociologue qui ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je n'en sais rien, mais qui dirait faites des choses, repérez dans tout votre réseau des gens qui proposent des choses et essayons d'analyser ensemble qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire des choses, pour engager ces choses-là, les bailleurs développent aussi leurs compétences, des ressources qui nécessitent aussi d'avoir un soutien sur des personnels qui puissent aussi être en charge de ça et du recueil aussi de la parole et des besoins des personnes et de leur accompagnement. Donc en tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages, c'était extrêmement riche. Bien, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Delphine Baudet-Collinet d'être venue apporter votre expérience, vos questions et d'autres informations aussi dont nous avions besoin pour ce débat. Merci évidemment à Dominique Argot aussi. Et nous nous retrouvons quant à nous pour une prochaine émission très bientôt. Allez voir en attendant les cahiers de l'AFPOLS qui regroupent l'ensemble de nos échanges depuis un certain nombre de mois. Merci, au revoir à tous.